Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Un homme ce soir, il s'appelle Marc Neu, N-E-U. On peut dire que c'est un sorcier puisqu'il a publié les carnets de sorciers de Marc Neu. C'est tout un tas de petits livres aux éditions Spiritualité, c'est ça, occidentale? Exergue. Exergue, chez Exergue. Alors, Marc, vous avez commencé il y a plus de 3 décennies à vous occuper un peu de tout. Là, on va surtout parler dans les livres qui m'intéressent, là, de la magie des cristaux. Vous dites que le monde a beaucoup changé et qu'il y a des épuisements de mines, dans les mines, par exemple la bénitoite, Ouais, bénitoïte, oui. bénitoïte. Quelle qualité elle avait cette, Ah, c'est une pierre qui est vraiment faite pour la connexion au spirituel justement, pour le développement spirituel. C'est un petit peu l'octave supérieure du saphir bleu. Donc, on était vraiment sur quelque chose de vraiment d'exceptionnel, hein, sur une énergie, irradiante, mais vers l'intérieur quoi, qui est très puissante. Mais effectivement, c'est dur, c'est vraiment très, très dur maintenant d'en trouver ou alors à des cher? prix terribles, hein. Vous en avez une? J'en avais une et puis, effectivement, je l'ai confiée à quelqu'un pour en faire un sertissage et puis je suis jamais allé la récupérer et puis entre-temps, bah, la boutique, Alors vous êtes un sorcier, on peut dire que vous avez créé des éditions Spiritualité occidentale qui ouais, parlent avec Denis d'astrologie, Labouret, ouais, effectivement. de magie. Et vous avez aussi créé un atelier qui s'appelle Ciel et Terre, tout attaché, Mmh. qui fonctionne encore. Non, j'ai fermé depuis. Ah, vous l'avez fermé? Ouais, j'ai fermé au 1er janvier, effectivement. Vous n'allez pas le réouvrir? Non. Ah, j'ai pas l'intention, on me presse de tous les côtés, mais j'ai vraiment l'intention de me dédier plutôt, transmission, formation, donc du coup, j'ai plus le temps de tout faire, quoi. Bon, mais on vous trouve quand même sur, Facebook, sur, Marc Neu, atelier Marc Neu, Ciel et Terre. Mmh. Vous y êtes encore. Donc, vous avez été consultant pendant 13 ans, maintenant vous axez plus à l'information, les enseignements. On peut vous retrouver aussi sur, www.marc-du-6 neu.fr. J'ai vu sur, ça a rien à voir avec, les livres que vous m'avez envoyés, sur Facebook, le pouvoir des sigils. Vous pouvez en dire un mot? Ouais, c'est en fait, c'est la version moderne des, on va dire des talismans et des sceaux. C'est une forme de magie de l'intention, mais qui va un petit peu plus loin qu'une simple intention, où là, du coup, on va poser l'intention avec l'acte et on va, du coup, transformer cette intention en dessin ou en son, ou en danse même. On peut l'exprimer à travers le corps également et c'est un petit peu comme l'équivalent de ce qu'on peut voir, dans les dessins animés, quand le sorcier agite sa baguette magique et qu'il fait un symbole sacré, et bien, au lieu de chercher dans les vieux grimoires, et ben, on crée son propre symbole, on lui insuffle une symbolique qui vraiment nous est propre, et on va du coup après le réveiller pour qu'il puisse manifester ce qu'il a encodé. Alors comment vous quand on vous demande votre profession, vous dites sorcier? Ça dépend, si c'est pour l'école de ma fille, on va dire éditeur et sinon oui, effectivement, c'est plutôt sorcier qui correspond, hein. Qu'est-ce que c'est qu'un sorcier en 2023? En 2023, c'est beaucoup mieux que, en 1700 et des brouettes, hein. Là, du coup, effectivement, on n'arrive plus trop à faire le distinguo entre sorcier, mage, magicien, théurge, thaumaturge et tout ça. On n'a plus vraiment cette culture populaire qu'on fait la différence. En fait, moi, je dis sorcier parce que dans le village où j'ai grandi, on me traitait tout le temps de sorcier depuis tout petit. Alors du coup, c'est un petit peu resté, mais le sorcier, c'est celui, en fait, qui va, jeter un sort et quand on reprend, en fait, la sémantique du sort, le sort, c'est une des possibilités de l'avenir. C'est un petit peu, comme si l'avenir était composé des différents fils, hein, comme dans les moires, comme l'histoire des moires et ben, du coup, le sort permet de sélectionner le fil qu'on va tirer pour notre destinée. Donc jeter un sort, c'est ni bon ni mauvais, c'est simplement choisir une destinée qui est différente de celle qui est prévue, initialement. On peut dire de vous que vous êtes un magicien aussi. Il est écrit dans votre livre que la magie se définit comme une action visant à ne pas se soumettre au destin. C'est ça, exactement. Tout est dit.
On cherche à échapper à son destin, mais alors pour ça, il faut d'abord le connaître et c'est pour ça que, les anciens avaient toujours ces trois composantes. Ils avaient l'astrologie, ils avaient l'alchimie et ils avaient la théurgie et l'astrologie servait justement à définir le modèle du monde dans lequel on se place, mais aussi pour faire, une lecture de ce que le ciel a prévu et de pouvoir composer justement avec, cette partie du ciel. Alors la théurgie, justement, c'est quoi? Théurgie, c'est On va dire, c'est un synonyme de la magie, même si théurgie, on va l'appeler, haute magie cérémonielle, c'est un petit peu plus élégant. Mais, la théurgie, théoriquement, c'est plutôt, s'ouvrir soi-même, se préparer, en fait, à être visité par la divinité et à recevoir la divinité. Donc, on n'est plus trop sur une action tournée vers l'extérieur, on est sur une action plutôt tournée vers l'intérieur, ou par exemple par la prière, la méditation et justement les invocations, divines et angéliques. On se met en contact avec des énergies divines pour se transformer et s'ouvrir un petit peu plus à l'incarnation de la divinité en soi. alors là, on va parler de vous avez publié 4 livres dans les carnets de sorciers de Marc Neu. La magie des cristaux, on va parler et puis après on dira les 3 autres. Dans la magie des cristaux, vous dites justement que c'est l'ultime forme de la religion païenne. Elle est l'art des esprits ou l'art angélique. Pourquoi l'ultime forme? Parce que le but ultime de la théurgie, c'est la communion avec le divin. C'est-à-dire que l'ego disparaît complètement et on est transfiguré par le divin. D'accord et Donc là, on n'est plus sur un simple, appel d'une divinité, on est sur, l'incarnation même de la divinité, c'est-à-dire on devient la divinité. alors dans vos livres, je pense que dans tout le début du livre, ça doit être la même chose, hein, c'est-à-dire, la façon de pouvoir, réserver un espace pour faire un hôtel avec un AU au départ, les rituels d'ouverture. Justement, le rituel d'ouverture, allumer une lumière dans l'obscurité et je vous pose la question, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du miroir? Ah alors ça c'est une vaste question. Ça effectivement, on peut passer la soirée à parler de ça. Ce qu'il y a de l'autre côté du miroir. Alors certains vont appeler ça l'astral, d'autres, vont parler d'autres dimensions. Ce qu'il y a de l'autre côté du miroir, c'est un monde, en fait, on appelle ça aussi le réel parce que c'est le monde qui n'est plus perceptible à nos sens et qu'une fois qu'on a enlevé toute la matière, tout ce qui va filtrer à travers nos sens, bah, c'est tout ce qui va rester. Donc on peut parler d'un monde de divinité, le monde divin. Platon parlait des idées, hein, qu'on va reprendre ensuite par les archétypes. C'est-à-dire c'est un monde où les intelligences vivent par elles-mêmes dénuées de toute matière. C'est un monde qui est totalement, indépendant du nôtre et qui, communiquent comme ça par une forme d'interface que sont justement, les symboles et les représentations, abstraites. Donc vous avez trouvé, on peut dire, des entités de l'autre côté quand il n'y a pas que du bon peut-être, non? Ah, il y a pas que du bon, hein, non, non, ça effectivement, vous avez en fait un monde dans lequel quand vous y pénétrez tout en étant, égotique, donc encore, revêtu de votre ego, humain, vous êtes bercé par toutes les illusions de la matérialité. C'est-à-dire que c'est un monde où vous êtes tenté en permanence. C'est madame Blavatsky qui disait que derrière chaque rose dans l'astral se trouve lové un serpent. C'est-à-dire que la beauté cache souvent quelque chose de pernicieux et c'est un des grands pièges aussi de la spiritualité, c'est de se dire que, de l'autre côté justement tout est beau, que derrière le voile, il y a que des anges et des entités, des êtres de lumière qui nous attendent, sont prêts à nous guider. Mais, c'est plutôt une forme d'interface pour accéder à cet autre monde et nous, avec notre matérialité, on ne peut pas y accéder. Platon disait que c'est par un exercice d'intelligence qu'on peut le percevoir, mais aucunement y pénétrer. Donc chaque fois qu'on y pénètre en conscience, on est, accompagné de son ego et on se fait forcément berner. Ensuite, bon, bah, il y a la consécration aux 4 éléments et vous dites qu'il faut être qualifié pour le faire. Comment savoir si on est assez qualifié pour le faire? Alors pour les 4 éléments, c'est relativement simple. C'est une consécration plutôt païenne, donc en fait, le simple fait d'être, je dirais humain incarné suffit.
puisque les 4 éléments sont justement la partie incarnée de l'esprit. Et donc, du coup, c'est en fait, c'est une diffractation qui est faite de l'esprit en 4 parties, et la consécration aux 4 éléments fait justement le rassemblement de ces 4 rayons épars qui, ensemble, vont permettre à l'esprit de reparaître unifié. Donc tout le monde est qualifié pour le faire. Après, pour ce qui est d'une consécration plus, chrétienne, pour ça que j'ai fait le distinguo entre les 2, effectivement, normalement, pour pratiquer une forme de magie chrétienne, bah, il faut avoir été, baptisé, donc intronisé dans la je dirais dans le mouvement spirituel dont on va utiliser l'énergie. Après, dans la pratique, on se rend compte qu'il y a des bouddhistes qui se servent de prières chrétiennes et que ça fonctionne très bien aussi. Donc, je pense que là, c'est de nouveau cette histoire d'interface entre l'astral et nous. En fait, il faut avoir été initié quelque part dans un mouvement ésotérique pour qu'on puisse utiliser, leurs outils. Oui, vous dites un mouvement ésotérique parce que dans la chrétienté, d'origine, on n'a pas le droit de consulter ni des voyants, ni des choses comme ça, donc Ah bah ça, je sais les gens qui me posent cette question, je les renvoie au roi mage, hein. renvoyez-nous au roi mage. C'est-à-dire que ils ce sont les premiers qui sont venus le voir, hein, le petit Jésus, et pourtant, ils ont consulté les étoiles pour venir le voir. Donc, ils sont à la fois rois et sorciers, hein. Ouais. Alors les pierres magiques, se réfèrent souvent aux anciens, enfin, toutes ces pierres, ces cristaux. Est-ce que c'est celles que nous utilisons aujourd'hui ou est-ce qu'il y a une différence? Alors en fait, ça dépend comment on va aborder les pierres. Vous avez des pierres déjà qui ont changé de nom entre-temps. Vous avez par exemple l'escarboucle, aujourd'hui on sait que c'est plutôt le grenat almandin. Donc déjà, quand on se réfère au texte ancien, c'est pas forcément les mêmes pierres que ce qu'on a comme appellation aujourd'hui. Mais surtout, les anciens, ils avaient vraiment une approche différente de la matière. Et pour eux, la matière qu'on utilise est une matière qui a été cristallisée, figée. Ils appelaient ça un rayon planétaire ou une lumière planétaire qui a été cristallisée, qui a été figée. Et donc, elle n'a pas d'irradiation propre. Quand vous prenez une pierre, en fait, c'est pas la pierre qui vous influence, c'est vraiment une matière qui est inerte. Et bon, le domaine, enfin, on va pas rentrer dans le scientifique, mais effectivement, les cristaux sont la matière qui, irradie le moins d'énergie, à moins d'être soumis à une autre force. Ce qui fait que, la pierre n'irradie pas. Quand vous êtes, vous, en contact avec la pierre, c'est pas la pierre qui vous influence. C'est parce que vous connectez votre conscience au cristal qu'on va agir par analogie. C'est-à-dire que votre conscience va, analyser on va dire l'état d'être de ce que vous avez contacté, donc le cristal, et donc il va vibrer d'une certaine manière, et donc vous allez vous accorder par analogie. Mais c'est pas la pierre qui va s'accorder à vous, c'est plutôt vous qui allez vous accorder au cristal. Et ensuite, ils avaient une autre forme plus élaborée d'utiliser pour utiliser la litho, c'est de transformer le cristal, de le réveiller, de le réincruder dans son état d'être antérieur, donc de faire reparaître cette lumière. Donc ça, c'était par un processus alchimique dans laquelle la pierre disparaît complètement, hein. On se retrouve avec de la poudre de cristaux, généralement, c'est même très, très blanc, hein. Il reste pratiquement plus rien, voire même dissous complètement dans la solution. Et en fait, ce qu'eux appelaient les pierres ne sont plus des parties dures, hein, c'est une potion, un élixir de cette pierre. C'est la spagyrie, c'est ça? C'est de la spagyrie, mais c'est déjà du haut niveau. On n'est pas sur des plantes, là on est sur une partie, pour arriver à extraire du soufre d'un cristal, c'est déjà des procédés assez complexes. Alors les anciens les obtenaient par 3 méthodes, hein. Il y avait des voies alchimiques, enfin c'est expliqué dans votre livre et vous dites que la pierre héliotrope rend invisible. Vous avez essayé ça? Ah, j'en ai essayé plein de ces remèdes des anciens. Invisible. J'en ai essayé énormément, et c'est là qu'on comprend justement que c'est pas la pierre qui va vous influencer, hein. Quand, les anciens parlaient de se rendre invisible, par exemple, c'était vraiment de se rendre invisible, aux esprits, que ce soit à l'esprit de l'humain ou à l'esprit, aux fantômes et ce genre de choses, aux entités. Donc effectivement, il y a des rituels et il y a des techniques pour le faire, où on disparaît pas, non pas des yeux, mais on disparaît de la conscience. C'est par exemple un des cas où, vous n'arrivez pas à chasser une entité d'une maison, hein, qui est là, par exemple, un vieux château où l'esprit est vraiment là depuis très, très longtemps, où vous n'avez pas le cœur non plus de le faire disparaître, hein. En gros, il est chez lui. À ce moment-là, l'une des possibilités, c'est que vous vous rendiez complètement invisible à cet esprit. Donc en fait, vous disparaissez de la conscience de l'esprit, et vous pouvez vivre tranquille, en colocation. Bon, alors il y a 2 voies, vous dites alchimiques, celle qui sublime la pierre sans rien lui ajouter Mmh. et une voie magique
soutenue par d'autres éléments activés par un rituel. Donc, vous utilisez plutôt laquelle vous, comme voie? Alors pour moi personnellement, moi je taquine la lithothérapie, spagyrique donc du coup je peux transformer mes cristaux. J'en ai fait plusieurs sous forme d'élixir, mais disons que le plus commode, le plus pratique, c'est effectivement d'utiliser les cristaux, en magie. C'est-à-dire de les mêler à un rituel qui va faire un appel de force spirituelle et donc là, le cristal va servir soit de matière canalisant cette énergie, hein, une espèce de filtre, ou alors de stockage de cette énergie. Vous dites que plus la pierre est gemme, c'est-à-dire Ge2me, plus elle est transparente et plus elle a une activité importante. Ouais, en fait, c'est un peu ce qu'on voit avec le spinel. Le spinel, c'est tout petit, mais par contre, c'est plus puissant qu'une pierre qui serait beaucoup plus grande, mais qui serait en version brute. Alors c'est plus puissant dans quel domaine? Alors, si c'est en termes de magie, c'est soit on canalise une énergie, on l'emprisonne dans le cristal, donc on en fait un talisman, là, du coup, le cristal devient rayonnant, c'est-à-dire que le cristal devient une boîte à conserver les influx célestes. On va repérer le bon moment où le ciel est disposé de la manière dont on le souhaite. On va faire un rituel qui va permettre de capter cette lumière et on va l'emprisonner dans le cristal qui, du coup, va se reprogrammer sur cette nouvelle matrice céleste et va rayonner de cette énergie. Donc c'est une des manières de faire et l'autre manière du coup, c'est de se servir de la pierre plutôt comme étant un filtre. C'est-à-dire que je ne veux capter par exemple que, une énergie, je sais pas, martienne pour repousser une entité par exemple. Dans ce cas-là, les pierres qui sont rouges vont avoir comme effet de filtrer l'énergie globale et de ne conserver que le rouge et donc ça va m'aider à, fonctionner dans un rituel martien. Donc on peut dire que les pierres sont des rayons planétaires cristallisés qu'il convient de réveiller? Cristallisé ou congelé, oui, selon les textes, on trouve effectivement les deux appellations. Ouais, alors est-ce qu'elles sont déjà réveillées? Non, 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 Dans la main? quand vous les prenez dans la main, elles ne sont pas réveillées. Justement, elles sont endormies, elles sont simplement telles qu'elles sont, mais elles ne sont pas, irradiantes. OK, là je vais vous montrer. J'avais acheté ce cristal il y a très longtemps. Mmh. Il est taillé, hein, donc je pense que et de temps en temps, je le prends dans ma main. La première fois que je l'ai acheté, je sentais comme un cœur qui battait dedans Mmh. et est-ce que c'est je suis pas dangereux parce que moi je suis pas peur de ça, mais est-ce qu'il faut nettoyer ce genre de cristal? Que tout le monde a des cristaux comme ça, hein? Est-ce que ça se Alors, nettoie aussi ça? en fait, les cristaux, il faut les voir comme, des êtres vivants. C'est vivant, sauf que c'est très peu actif. C'est-à-dire que ça ne bouge pas beaucoup, hein, à la différence des plantes qui grandissent très vite, ou des animaux ou des humains qui bougent. Donc ce sont des êtres vivants et ces êtres vivants, ils ont donc leur personnalité. C'est ce qui fait la différence justement, bah, entre un quartz, une améthyste, et un rubis. Ils ont leur personnalité. Mais comme tous les êtres vivants, ils communiquent avec leur environnement. Ce qui fait que, vous pouvez être vous la fondamentalement la plus gentille des personnes. Après une bonne journée bien merdique, faut pas trop venir vous embêter dans les chaussures. Donc, le cristal, c'est pareil. Quand il est en contact avec des énergies plus basses, eh bien sa personnalité va être recouverte d'une espèce d'enveloppe de glu qui va faire une charge parasite par rapport à, sa programmation initiale. Ce qui fait que quand vous avez un cristal neuf, enfin neuf, vous récupérez le cristal, vous savez pas trop d'où il vient, c'est quand même bien effectivement de le nettoyer, de le purifier et après, voire même de le reprogrammer, c'est-à-dire de lui conférer une charge, une couche supplémentaire comme une espèce d'armure qui va, du coup lui permettre de rayonner, mais, cette fois-ci conformément à sa nature. C'est valable pour toutes les pierres, donc un cristal comme Ouais. ça, il suffit de le mettre dans de l'eau ou de le Oui, alors une des bonnes solutions effectivement, c'est l'eau salée. Ça, c'est, une des solutions, idéales parce que le sel a vraiment pour effet d'absorber et de détruire la plupart des charges. Alors il y a des pierres qui supportent pas, donc du coup, on peut pas trop, mais ça reste, je trouve que les purifications par contact direct comme le permet de faire l'eau et le sel, ça reste quand même ce qu'il y a de plus efficace. Sinon, il faut passer par un rituel d'exécration où du coup, effectivement, on va retirer toutes les charges, mais là, on est sur de la magie, c'est-à-dire que c'est, une force supérieure à vous que vous invoquez et qui vient littéralement dissoudre ou repousser, la charge sur le cristal. Donc, la purification, elle est importante, mais c'est pas non plus
comment dire? C'est pas non plus pas devenir paranoïaque non plus avec tout ça, hein. Ouais, ça C'est-à-dire que il y en a énormément qui sont paranoïaques, hein, où je les vois dès qu'ils ont rencontré quelqu'un, ils rentrent à la maison vite, vite, ils plongent toutes les pierres dans de l'eau salée, enfin, c'est, un cristal, c'est un échange, mais c'est comme vous, faites une purification de temps en temps, c'est ça suffit, quoi, hein. oui, c'est comme récupérer des bijoux qui nous ont pas appartenu. Je veux dire, il y a peut-être une charge, bah, justement, donc il y a une énergie dedans, hein. On peut dire une énergie, il y a une charge, mais une énergie, vous dites qu'il y a une énergie. Dans l'énergie, il y a un aspect qualitatif et un aspect quantitatif, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, voilà. Cette histoire de charge, justement, c'est, l'aspect qualitatif. C'est-à-dire ce dont, le message est constitué. Le message va vous dire, grosso modo, il va vous faire passer une bonne journée, une mauvaise journée. C'est-à-dire ça vous tire vers le haut ou ça vous tire vers le bas. C'est bon ou c'est pas bon. Mais ça a rien à voir avec sa puissance. La puissance, c'est l'énergie quantitative, c'est-à-dire que c'est plutôt sa capacité d'action. Est-ce qu'il va être puissant? Donc on en reparlait tout à l'heure, par exemple, avec le cristal gemme. Il va avoir une énergie quantitative plus importante que, si c'était une pierre qui était, brute, non gemme. Donc là, du coup, son pouvoir va être, minoré par rapport à ça. La charge, par contre, si vous avez en fait une charge puissante, c'est-à-dire beaucoup d'informations nuisibles qui arrivent sur une pierre, mais qu'elle est de mauvaise qualité, bah, son pouvoir de nuisance va être atténué. On va avoir en gros, une mission importante, mais sur un soldat qui fait pas l'affaire, donc la mission sera ratée. Et sinon, si vous avez une charge pas très puissante, mais qui est quand même nuisible et qui est portée par contre par un cristal puissant, bah là, du coup, vous avez un potentiel de nuisance qui est plus important. Mmh. Comment vous êtes arrivé sur le livre de Pietro, D'Abano? C'est un livre sur comment, trouver des éléments pour opérer dans les sciences magiques. Comment vous en êtes arrivé à le trouver, lui? Ah bah, en fait, au début, quand moi j'ai commencé, je prenais uniquement les livres que je trouvais en librairie, donc il y en avait pas beaucoup, hein. Puis c'est des choses, très grand public. Puis bon, bah, il y a 30 ans, c'était pas très à la mode, donc du coup, on ne trouvait pas grand-chose. Et petit à petit, ben, j'ai eu, bon, déjà, il y a internet qui est arrivé, hein. Effectivement, quand j'étais petit, il y avait pas encore internet. Donc du coup, on n'avait pas accès à grand-chose. Puis il y a eu internet et puis il y a eu un petit peu plus de budget aussi, parce que quand on est adolescent, il y a pas beaucoup. Mais il y a eu du budget, donc du coup, j'ai pu, creuser de plus en plus des textes anciens. Puis j'ai rencontré Denis Labouret qui lui, c'est un véritable érudit, hein, c'est un puits de science de tout ce qui est, antiquité. Donc du coup, il m'a orienté aussi vers des textes, pertinents et pour m'éviter de perdre du temps dans des lectures inutiles. Donc, Pietro d'Albano, c'est quelle époque? Ouh C'est av là, je crois que c'est le 15e siècle de mémoire, hein? c'est avant Henri Corneille, d'Agrippa, Oui, c'est avant, oui. 1533. Donc là, il y a des parties du texte donc qu'on retrouve dans votre livre. Ce qui m'a amusé, c'est que je lis une partie du texte, hein. Il dit: «À cet effet, il doit se tenir sobre». On parle de la personne qui va officier. «À cet effet, il doit se tenir sobre, chaste, retiré de tout soin et affaire, jeûner, s'il se peut, plusieurs jours, et pendant ces jours, qu'il se tienne au lever du soleil au lieu où il veut faire l'invocation, vêtu des habits sacrés de lin blanc, qu'il fasse à Dieu et aux anges la prière selon l'usage. Le nombre de jours est ordinairement une lune pleine, ou même 40 jours. 40 jours à se tenir debout dans des... ça semble un peu fou quand même. Ouais, ouais, il y a des choses effectivement dans ce genre de rituels qui sont parfois un petit peu, fantaisistes. Après, il faut voir le message qui est derrière, c'est-à-dire il faut être qualifié, moralement également pour le faire, mais aussi, corporellement. C'est pas des opérations en fait où on mobilise peu d'énergie. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie qui passe. Ça c'est une des grandes erreurs, je dirais, que font, beaucoup d'apprentis, alchimistes, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils travaillent une matière et qu'il y a pas grand-chose qui se passe. Mais chaque opération, quand vous travaillez correctement, mobilise une partie de votre être. La matière n'est que, l'aspect extérieur, le symptôme de ce qui se passe à l'extérieur, alors qu'en fait, ça se passe en vous. Donc la matière ne fait que révéler ça. Et en fait, vous avez un véritable remous intérieur qui se fait et qui se traduit souvent par le physique. Quand vous faites une calcination qui est réussie en alchimie ou en spagyrie, vous avez chaud, mais littéralement chaud de l'intérieur, vous bouillez, vous êtes vraiment, brûlant et ça peut aller, quand la personne n'est pas solide, ça peut aller jusqu'à des fièvres ou des manifestations comme ça.
Donc Oui, il faut être, effectivement sain de corps dans le sens, prêt à y aller, prêt à encaisser, et quand il parle de sobriété et cetera, c'est-à-dire qu'il faut aussi dans son esprit être prêt à y aller. oui, c'est comme en alchimie finalement, c'est nous le vaisseau. Si on Oui, fait la sèche ou c'est la exactement ça. La c'est matière, c'est juste un symptôme de ce qui se passe. La matière ne se transforme que si vous vous transformez vous-même. alors la magie ne combat pas le mal, elle le dissout. Oui, ça effectivement, c'est une chose importante. Il faut comprendre que le mal n'existe pas. En fait, le mal est une vision de l'humain et qui se caractérise, par l'absence de lumière. Quand il y a quelque chose de mal qui se produit, c'est parce que, alors je schématise, mais c'est parce que Dieu n'est pas là, et si Dieu n'est pas là, c'est parce que vous ne l'y voyez pas. Donc c'est votre vision qui permet au mal de perdurer. C'est pour ça que le mal se travaille de l'intérieur et pas de l'extérieur. On ne combat pas je dirais une force en face, on combat la force en soi. Oui, vous écrivez que le mal n'est pas l'inverse de Dieu, c'est la négation du divin. Elle ne sert pas à combattre la maladie ou l'ennemi, ce serait combattre une négation du divin, vous venez de le dire. Et vous dites que combattre le mal, c'est lui reconnaître une réalité, ça c'est clair. Oui, c'est-à-dire plus vous dites, Padre Satanas, plus vous dites Satanas existe, en gros. Padre Reno Satana, ça veut dire quoi? Pas quoi? Ce que vous venez de dire là en latin. Ah, va des rétros, va au loin, Va-t'en voilà, Satan, c'est va-t'en ça? Satan, ouais, ouais. C'est-à-dire plus vous lui dites va-t'en, plus vous lui dites: «Bah, tu existes». Donc, la première des choses, c'est plutôt de le renier. C'est-à-dire, je peux même pas lui dire de s'en aller, il n'existe pas. OK. Alors, les cristaux sont des boîtes à conserver les charges. Ça m'a amusé cette histoire, des histoires de charges et de tiroirs. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, les cristaux, c'est effectivement, comme je disais tout à l'heure, vous avez la partie qui, emmagasine cette énergie. Certains cristaux vont pouvoir garder cette charge, et après vont la restituer d'une autre manière, d'une certaine manière. Et ça va dépendre un petit peu de sa cristallisation, de sa couleur, de sa composition chimique, de la manière dont vous allez l'utiliser. Mais effectivement, vous allez pouvoir mettre, les différentes charges dans des différents tiroirs, dans ces pierres comme des lieux de stockage, ouais. Sauf que quelquefois, vous dites qu'il faut débrancher le disque dur. Oui, parce qu'effectivement, comme la pierre a un programme spécifique, qui lui est spécifique, il a une personnalité, hein, grosso modo. Si vous voulez que vous puissiez charger le cristal et en faire un, entre guillemets, «serviteur», à votre service avec, en accomplissant la mission que vous voulez lui donner, eh ben, il vaut mieux débrancher la programmation d'origine. Parce que le cristal, il est branché sur un égrégore qui est le sien, un égrégore mère, tout comme les animaux. C'est-à-dire que, tous les quartz vont être branchés sur un égrégore quartz, et ça, bon, il faut le débrancher effectivement ou amenuiser au maximum le lien qui les relie. Sinon, à un moment, c'est reset. C'est-à-dire que vous mettez une charge et le lien va faire qu'à un moment donné, ben, toute la puissance de l'égrégore va descendre sur le cristal et puis va effacer littéralement votre charge. Donc une charge ne peut pas tenir dans le temps si vous n'amenuisez pas ce lien. OK. Est-ce que vous avez utilisé les gnomes un peu de temps en temps, vous Ah avez oui, 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 un peu plus jeune, oui, oui. J'utilisais les gnomes, j'allais en forêt carrément, j'avais la chance d'habiter, à côté d'une forêt, mais quand je dis à côté, c'est vraiment à côté, hein. C'est, 100 m et j'étais en pleine forêt, donc j'allais souvent, effectivement faire des rituels aux élémentaux. et c'est quand même eux qui s'occupent de tout ce qui est pierre, Tout à hein? fait, ouais, Ouais. mais pas que. C'est-à-dire que, c'est un petit peu comme s'ils en sont les gardiens, mais par exemple, les pierres rouges, les pierres de feu ou la pierre de lave, vous y trouvez une manifestation des salamandres. J'ai eu la chance d'aller, à La Réunion, de marcher sur des pierres volcaniques, toutes fraîches, c'est-à-dire on voyait encore fumer, vraiment, la lave, et on sentait là plus la présence des salamandres que celle des gnomes, hein. Même si on peut, de manière imagée, dire que c'est les gnomes qui les ont expulsés de la terre à travers le volcan. Alors, pierre, pierre, cristaux, minéraux, pierre, de quoi parle-t-on? Vous dans votre livre, vous l'expliquez. Quelle différence entre les cristaux, les minéraux, les pierres?
Ouais, ça, c'est de l'appellation, c'est de la sémantique. Moi, j'aime bien remettre les choses en place, mais effectivement, on ne peut pas parler de cristal, si la pierre n'a pas été, cristallisée, minéralisée. C'est-à-dire qu'il y a pas une forme cristalline, concrète qui est derrière. Sinon, c'est plutôt un agglomérat, en fait, de pierres, mais au final, tout est utilisable en lithothérapie. Autant le galet de la rivière que vous allez récupérer que, le quartz que vous allez chercher, on va dire dans les mines françaises, hein, ou alors la bénitoïte, vous allez chercher à l'autre bout de la planète. Tout est utilisable. Moi, j'essaye quand même de responsabiliser les gens en leur disant qu'une pierre, ben, c'est un être vivant qui sort de la planète et qui en plus fait partie de tout un business à la fois économique et pas du tout écologique, même pas humanitaire, hein. C'est-à-dire que c'est souvent des enfants qui vont bosser dans les mines, etc. Enfin, c'est ça, on le sait maintenant, mais et que par contre, il y a des choses qu'on peut utiliser qui sont chez nous sur place. En France, on a des très beaux minéraux, on peut très bien utiliser ces minéraux-là, ou alors on peut choisir et se presque se freiner, d'acheter des minéraux et de pas forcément faire la collection. Parce que si vous, vous achetez un minéral quelque part, c'est un minéral qui va manquer sur une étagère et du coup, le marchand, il va vous le en recommander et il va aller sur les grands catalogues en recommander un et il va vous allez comme ça alimenter la chaîne de la crise écologique que ça engendre derrière. Et depuis que la lithothérapie est devenue à la mode, eh bien, on met des cristaux partout pour tout et n'importe quoi et on ne reconnaît même plus la valeur de ce qu'on utilise. Je vous rejoins, il m'est arrivé d'acheter pas mal de pierres, enfin de pierres, j'appelle ça des pierres et je sais même pas ce que c'est. Bah non, Ouais, ouais. je sais même plus ce que c'est. Donc heu, alors les obsidiennes, vous dites, est-ce que ce sont des minéraux, les obsidiennes? Ouais, voilà, ça, c'est par exemple, c'est une histoire on dit toujours l'obsidienne, c'est un minéral, mais en fait, c'est un verre, donc du coup, est-ce qu'on peut vraiment parler de minéraux? Mais par abus de langage, on va dire oui. Quelle différence justement avec un minéral? Qu'est-ce qu'elle Il y a pas a? de structure cristalline en fait dans l'obsidienne, c'est un verre, c'est-à-dire c'est juste une matière agglomérée par la chaleur qui a été fondue et il y a pas eu cette cristallisation, il y a pas eu de maille, cristalline qui s'est formée. Que tous les cristaux sont faits sur un assemblage, de mailles uniques, c'est-à-dire que les atomes vont se conditionner d'une certaine forme et après, ben, c'est comme un puzzle, hein, on va rajouter en fait des choses par-dessus, mais toujours de la même forme, que ce cristal germe. Et du coup, bah, s'il y a pas cette cristallisation, on peut pas parler de cristal, on peut pas vraiment parler de minéraux, hein. On peut parler d'un verre, mais pas d'un cristal. C'est un peu comme celle-ci là, que vous voyez là, c'est une sunjite. Oui, Dans la bah, mesure la shungite a une dans la mesure cristallisation où quand c'est même, ouais. lisse comme Mmh. ça, on peut dire que c'est pas un cristal. Bah, il me semble que quand même, si j'ai pas trop étudié la shungite parce que j'en ai attrapé une qui était radioactive, donc du coup j'ai tout lâché. Je suis pas allé plus loin, mais il me semble qu'elle a quand même une cristallisation. D'accord. Donc vous parlez des structures cristallines, hein, donc ces fameuses mailles. Il y a 8 structures cristallines qui sont bien notées, dans votre livre, pour ceux que ça intéresse et on charge d'après la il y a une charge et une émission d'après la structure cristalline, c'est là qu'on a l'image de l'armoire et des tiroirs, en fonction de la structure de la pierre. Voilà, vous avez par exemple le cubique, c'est, la structure du diamant par exemple. Eh bien le cubique, la maille, c'est un cube parfait. Donc, les 4 côtés pareil. Eh bien le cube, il va, rayonner de manière parfaitement équilibrée cette énergie. C'est-à-dire que dans toutes les directions, il va rayonner cet équilibre et donc ce sont des pierres de centrage très puissants. Le diamant par exemple, on considère toujours que c'est une pierre armure parce qu'elle est très dure, hein, elle nous aide à résister donc, c'est pas tellement une pierre de rayonnement, c'est plutôt au contraire une pierre de stabilité, une pierre, dure, hein, c'est la plus dure. Et justement, c'est parce que cette maille est quadratique, donc, elle est carrée pardon, elle est cubique. Ce qui fait que du coup, elle nous équilibre, elle nous structure à un point, c'est une espèce de maille de référence et qui fait qu'on peut résister du coup aux assauts extérieurs. Et comme ça, vous avez chaque chose chaque structure cristalline qui est un petit peu, plus adaptée selon le cas qu'on va choisir. Si vous avez des cas super durs, ben, on peut prendre par exemple une pierre triclinique, hein. Ça, c'est des choses où la maille est à la fois déformée dans un sens et dans l'autre, ce qui fait que du coup l'énergie va être pareille. C'est comme si vous vouliez faire en fait un bond, vers, par-dessus l'obstacle. Oui, mais en même temps, quand on lit, les structures, on a tendance à se retrouver dedans ou à ne pas se retrouver dedans.
C'est-à-dire Alors, c'est-à-dire qu'en fait, comme dit, les anciens n'ont rien inventé. Ils n'ont fait que copier la nature. Ils ont observé, ils ont copié la nature et ils ont catégorisé du coup les minéraux dans ces 8 systèmes cristallins, enfin les 7 plus 1, hein, puisque la huitième c'est l'amorphe, hein, donc les verres, grosso modo, qui n'ont pas de structure. Et ils se sont dit: «Bah, tiens, on retrouve en fait cette typologie aussi dans chaque règne», ce qui fait que les humains vont avoir un caractère qui va correspondre à une pierre, à une structure cristalline. Et ça explique aussi pourquoi, ben, une personne est spontanément attirée vers un type de pierre plutôt que par un autre. C'est parce qu'il a en fait une symbiose naturelle avec cette structure cristalline puisqu'il vibre en fait sur la même fréquence, sur le même style de fonctionnement. pour diffuser la charge, c'est pas compliqué, il suffit de la porter sur soi ou de la mettre sous son oreiller. Oui, en théorie, si la pierre est activée et qu'elle rayonne, oui, on peut le faire. Maintenant, si vous achetez une pierre pour aller nettoyer, vous la chargez, mais qu'elle n'est pas, activée, qu'elle n'est pas réveillée, eh bien, elle diffusera pas grand-chose, hein. C'est comme dit, c'est votre conscience qui va éventuellement se connecter à la pierre et qui va réagir, mais c'est pas la pierre en elle-même qui va faire grand-chose. Comme je dis souvent, si c'était le cas, les vendeurs d'ambre seraient les plus joviaux, hein, puisque, l'ambre, c'est solaire, hein, on rayonne, on brille, on est lumineux, on est vraiment rayonnant. Il suffit d'aller à une foire aux minéraux pour voir que les vendeurs d'ambre, c'est ceux qui tirent le plus la tête de tous les vendeurs. Donc si c'était vraiment le simple fait d'être entouré de pierres qui va changer votre vie, ça se saurait. Vraiment, ça se verrait. Alors que, si votre conscience se connecte à cette pierre, là, par contre, il y a une influence. Et sinon, il faut que, entre guillemets, «magiquement», vous activiez cette pierre. Moi, j'aime le faire par le feu, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus efficace, du moins pour les pierres qui le supportent. Où là, vraiment, vous insufflez l'esprit du feu à l'intérieur. Donc là, vous connectez vraiment la pierre aux salamandres et là, du coup, la pierre devient rayonnante. Donc effectivement, il suffit de la porter. Mais après, vous pouvez aussi, canaliser son énergie et l'envoyer, par exemple, par la radionique, donc avec des schémas, des dessins émetteurs. Vous pouvez l'envoyer dans une certaine direction, véritablement la canaliser. Vous parlez du témoin biologique et de Mmh. la daguide, comment on dit ça? Ouais, la Dagide, oui. Ouais, C'est ce qui fait toujours très peur aux gens, hein, c'est, de oui. faire une poupée, en fait, donc là, les gens voient tout de suite les poupées d'Hollywood plantées d'aiguilles, mais, en fait, c'est la magie de sympathie. C'est-à-dire que vous allez fabriquer un témoin, quelque chose qui vous représente, donc, moi, je trouve que le plus simple, c'est de fabriquer des poupées, hein, des Dagides, il y a même pas besoin d'être bon couturier, vous pouvez le faire avec du papier crépon, hein, même pas besoin de tissu. Vous remplissez ça avec, d'une matière, soit une matière vibratoirement adaptée comme des plantes, par exemple, soit simplement de la bourre, hein, quelque chose qui permet de donner du volume et vous mettez un témoin biologique de la personne dedans, c'est-à-dire, un cheveu, un peu de salive, des poils, un morceau d'ongle, quelque chose qui représente la personne et en fait, ce que vous allez faire ensuite à cette poupée, donc, il faudrait l'éveiller également par un rituel et ce que vous allez faire à cette poupée, en fait, va se répercuter, sur la personne en question. Mais, c'est pas que les aiguilles, on peut faire beaucoup de bien avec une poupée, une d'Agide, hein. Ouais. Ouais, parce que ça fait un peu peur là, hein. On se dit: «Qu'est-ce qu'on va me faire?» Alors, il y a le mandala cristallin de naissance, c'est-à-dire retrouver ses pierres de naissance et en faire une sorte de mandala. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez disposer les pierres comme, selon votre thème de naissance, grosso modo et vous allez, en fait, réincruder cette énergie. C'est-à-dire, vous allez retrouver votre, entre guillemets, «pureté d'origine» et si vous êtes plus doué en astrologie, vous allez pouvoir bouger aussi les différentes forces, c'est-à-dire, prendre une planète et la bouger. Ça, c'est un des moyens de faire et vous avez aussi, les émissions qui se font par les énergies du zodiaque où là, du coup, on va se servir du zodiaque comme étant une planche émettrice d'énergie. Vous allez placer le cristal sous une pyramide, par exemple, et vous allez pouvoir faire rayonner votre cristal, en fonction aussi de votre ciel, de naissance. Mmh. Il y a aussi les cristaux, astrologiques par signe et par maison. C'est su Voilà, on peut une fois qu'on si on maîtrise un petit peu l'astrologie, on peut jouer avec les cristaux de manière, exceptionnelle, hein. Ouais, ouais. Alors comment faire pousser un cristal? Ce qu'ils Ouais. appellent la cristallogénèse. Voilà, c'est littéralement un jeu d'enfant. C'est-à-dire que, vous allez dans n'importe quel magasin d'enfants, pour enfants, ben, vous demandez, un kit pour faire pousser des cristaux.
il va vous donner un truc, il y aura marqué 6 ans sur la boîte, hein. C'est vraiment des jeux d'enfants. Mais quand on sait faire, du coup, bah, on peut adapter cette technique, à la magie et donc du coup à la lithothérapie aussi. Parce que du coup, au lieu de prendre un cristal et donc, d'épuiser la planète à votre niveau, eh bien, vous allez, partir d'une solution cristalline que vous allez du coup, faire se cristalliser et faire pousser littéralement, un cristal. Le gros avantage qu'il y a avec ça, c'est que alors, des avantages d'abord, c'est que le cristal est beaucoup plus fragile, hein. Vous aurez pas la solidité, la dureté d'un quartz, mais pour un usage, magique ou courant, hein, ça pose pas de problème. Mais, le gros avantage, c'est que pendant la pousse qui dure entre 1 et 3 semaines selon la taille que vous voulez avoir, eh bien, vous allez pouvoir charger petit à petit, amener cette fameuse couche extérieure dont on parlait tout à l'heure, hein, cette charge, vous allez pouvoir l'amener pendant le cristal pousse et entre chaque maille, du coup, bah, c'est comme si vous aviez une charge et puis la maille suivante se pose, vous remettez une charge, la maille et vous avez comme ça une programmation ultra profonde du cristal qui se fait et on n'arrive pratiquement plus à retirer cette charge du cristal. Donc, ça a vraiment énormément d'avantages. Vous pouvez même faire pousser le cristal dans la solution et rajouter dans la solution des essences de plantes, ou des potions, des élixirs alchimiques, ce genre de choses et le cristal va l'absorber, hein, va littéralement, baigner et grandir dans cette énergie-là. Donc vous allez avoir un cristal qui va être chargé, prêt à fonctionner et qui ne sera plus déchargé par la suite. Donc faire attention aux informations que l'on met durant la croissance de la structure. C'est de l'ammonium, hein, c'est ça? C'est un Ah, composé. il y en a plusieurs effectivement. Moi, j'aime bien celui à l'ammonium parce qu'il pousse rapidement et il pousse, assez long. C'est-à-dire qu'on peut en faire, on peut faire des cristaux assez longs. Ça peut en faire des pointes pour, utiliser en radionique ou ce genre de choses, ouais. Donc, c'est des produits relativement faciles à trouver, hein. Mais du coup, si vous vous lancez là-dedans, effectivement, il faut faire attention à tout ce qui se passe autour du cristal pendant que vous le faites pousser parce que tout va se retrouver dans le cristal. Donc si vous mettez ça, et que, tous les soirs vous vous disputez, une dispute de couple et ce genre de choses, ben, le cristal, il va absorber ça en même temps. Comme je disais, le cristal, c'est un échange, une interaction qu'il fait entre lui et son milieu extérieur. Quand, il le fait naturellement, c'est-à-dire dans la nature, bah, il est tranquille, hein, dans sa terre, il n'y a pas grand-chose qui se passe, donc il absorbe pas de mauvaises vibrations, de mauvaises énergies. Par contre, quand vous le faites chez vous, attention, ça peut être plus délicat, donc préférez, isoler ça un petit peu, idéalement, la pousse devrait se faire sur un autel avec un AU, pour que, il y ait vraiment une charge bénéfique en permanence. Mmh. Donc vous, vous achetez du sel d'ammonium, non? Comment vous faites? Oui, Ça ouais, c'est s'achète? ça, chez une quincaillerie, hein, enfin un Ah droguiste, d'accord. c'est très facile à trouver. Maintenant avec internet, on trouve un petit peu tout ce qu'on veut, hein. Ça vaut 3 fois rien, hein, c'est Génial, et on met vraiment de l'eau. vous mettez de l'eau colorée, des infusions, des décoctions de plantes, vous adaptez ça à une pratique ou une croyance magique, ou spirituelle que vous avez, hein. Et au départ, ce sont des petites graines, c'est tout Alors petit. en fait non, c'est vraiment une poudre au départ. Au départ, vous avez une poudre et en fait, il faut que vous fassiez cristalliser d'abord les graines. Donc en fait, vous allez le faire mais dans très, très peu de surface pour que ce soit vraiment très plat et là, vous allez voir tomber au fond, bah, des petits grains, comme du sel qui recristallise, hein, c'est vraiment des petits grains et c'est ça ce qu'on appelle, bah, les graines justement et c'est ce que vous allez récupérer et poser sur un support. Je trouve que le plâtre, c'est le plus efficace parce il absorbe bien et ensuite, vous allez mettre ce support avec ces graines dans une autre solution, la même, hein, mais saturée et en fait, petit à petit, bah, le cristal va pousser. Ça doit être amusant à faire. Ah bah, c'est comme dit, c'est un jeu d'enfant, hein, ça amuse beaucoup les enfants, hein Ben les adultes aussi, hein, je pense. et voilà, quand on s'y met, on se rend compte que c'est génial Alors, à faire. il y a quelque chose que vous avez trouvé d'un certain Johann George Gichtel, Gichtel, Dichtel, oui, oui, oui. heu, Mmh. entre 1638 et 1710. Qu'est-ce que vous avez trouvé d'intéressant? Ouais, c'est un peu compliqué cette histoire parce qu'en fait, c'est un dessin qui a été fait, plus tard, parce que lui, il en a fait un commentaire, enfin, c'est toute une histoire, mais bon, c'est lui qui est à l'origine de cette histoire. C'est-à-dire qu'en fait, il a représenté les centres d'énergie de l'homme
Et donc en Occident, hein, c'est un auteur, bien occidental, bien de chez nous et il a positionné ses centres, énergétiques et bien exactement là où se trouvent les chakras de nos Indiens. Ce qui fait que, on a une correspondance parfaite en fait avec ce que disaient déjà les Indiens par rapport aux chakras. Ce qui fait qu'on a nos centres, mais par contre on a aussi une explication qui est occidentale, donc il y a une comparaison qui est faite avec, les consciences planétaires, donc le rôle que joue chaque planète du septénaire des anciens, par rapport à la fabrication de l'âme humaine. Et donc comme ça, on a un système qui permet en fait de travailler sur nos chakras d'Occident, hein, littéralement, en utilisant les analogies avec les planètes, du septénaire des anciens. Donc cette jonction des 2 là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, surtout qu'il travaille, enfin, il parle beaucoup du cœur et il dit, Ah oui. «Le secret peut se résumer à ces 4 mots: "Enflamme-toi en priant"». Voilà, exactement. Sa représentation, c'est en fait, c'est le cœur égale le soleil et le soleil est entouré, enroulé, emprisonné par un serpent qui se mord la queue, hein, notre fameux Ouroboros et la première des choses à faire, parce que le soleil est au centre de la spirale, donc la première chose à faire, c'est justement, bah, d'enflammer le cœur, donc une des techniques, c'est par la prière et une fois que le cœur est enflammé, eh bien que le serpent se libère, et bien toute la lumière, se diffuse et va allumer littéralement les centres spirituels les uns après les autres. Donc il y a la technique qui part du centre et vous avez la technique qui part de l'extérieur où du coup on va chercher à allumer les centres depuis l'extérieur, hein, en commençant par Saturne, on redescend par la Lune et cetera et on revient, on refait la spirale pour ensuite, utiliser toute l'énergie emmagasinée par les centres pour libérer le cœur. Donc ce livre, La magie des cristaux, fait partie des carnets de sorciers de Marc Neu, on vient d'en parler. Il y en a un deuxième qui s'appelle La magie des bouteilles sorcières et des jarres à souhait. Vous en dites quelques mots? Des C'est bouteilles. recréer un monde en miniature. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une tradition qui existe un petit peu partout dans le monde, en fait, hein. C'est de se dire: je prends une vision du monde, je l'enferme dans un contenant, mais je fais ce monde à la vision de ce que je veux qu'il soit» et donc par sympathie, on va créer un sort, hein. On va littéralement choisir, en fait, la destinée qu'on souhaite. On va faire une jarre pour l'argent, par exemple. Eh bien, on va créer un petit monde à l'intérieur et dans ce petit monde, eh bien, on va faire en sorte que l'argent soit dominant et donc du coup, on va rajouter une charge du sorcier ou du destinataire du sort et du coup, ça va rayonner et ça va modifier la charge personnelle du sorcier ou du consultant. Alors un autre qui est purification et désenvoûtement en magie, ça c'est plus sérieux, hein. Alors ça, c'est le résultat effectivement de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années de travail, de recherche, et d'expérimentation sur le terrain. Moi, je j'adorais visiter les maisons hantées. Donc du coup, j'ai trouvé différentes techniques qui fonctionnent et qui sont pas très compliquées en plus à mettre en place, mais déjà d'arriver à bien faire le distinguo de ce qui se passe vraiment de l'autre côté, et de comprendre que justement tout n'est pas rose, tout n'est pas lumineux. Ça, c'est déjà un énorme pas que pourraient faire certaines personnes et ensuite de se dire aussi que essayer de démystifier un peu tout ça, c'est pas la peine d'aller payer les désenvoûtements à 1 200 €. Il y a des choses que vous pouvez faire vous, déjà, simplement avec un petit peu de matériel de base, hein, rien de sorcier, hein, comme je le dis souvent. C'est très facile, c'est très commun, vous allez à Decathlon, vous achetez un peu de plomb, un petit réchaud pour le camping et puis vous avez de quoi faire, le désenvoûtement par le plomb, hein. Oui, c'est pas sorcier. C'est pas sorcier, voilà. Le dernier, c'est les secrets de la magie des bougies. Ouais. Et ça, j'ai bien aimé, aussi ces histoires de mettre 2 bougies ou 3 bougies. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait la bougie, c'est le représentant de la lumière dans un rituel donc et les anciens avaient une vision qui fait que à chaque étage des nombres, bien, on se trouve à un différent degré de matérialisation, de manifestation de la lumière, de la divinité et donc selon le nombre de bougies que vous allez utiliser, eh bien, vous aurez un résultat, en fait, qui va dépendre du niveau
de matérialisation de la lumière. Ce qui fait que si vous mettez une bougie, bah, vous vous adressez directement à la lumière qui vient de se manifester. Donc c'est, on va dire, c'est ce qui est le plus proche de la divinité pure. Donc c'est pour ça qu'on va plutôt s'adresser, aux saints ou à Dieu directement, à ces intermédiaires, avec une seule bougie. Donc on va être sur des neuvaines, des septaines, ce genre de choses. Dès qu'on met 2 bougies, on va s'adresser à la lumière, qui s'équilibre. Donc du coup, le soleil et la lune qui apparaissent dans le ciel. Et bien du coup, on va comme avoir un équilibre. Quand, cet équilibre est là, et bien une force se concentre au milieu et c'est là qu'on peut avoir un accès justement à cet autre monde. Et c'est pour ça qu'on s'en sert pour faire du scrying, vision dans la boule de cristal ou le miroir, ce genre de choses. Oui, vous dites que la magie de lumière suit une règle bien connue. Là où brûlent 2 flammes, se manifeste une troisième, le feu caché. Il est encore question de feu, hein. Oui, C'est toujours, c'est le feu céleste, c'est, très très inhérent à ma pratique. donc vous donnez des enseignements, comment ça se passe? Alors effectivement, moi j'ai, comme dit, je me consacre maintenant plutôt à écriture et transmission, donc il y a pas mal de livres et des cours que je diffuse, soit enregistrés, donc c'est des replays, ou alors en direct, ça c'est des cours qui sont programmés, 3 à 4 fois dans l'année, et ça on le trouve via mon site effectivement. Vous faites pas d'atelier chez vous? J'ai arrêté en fait le présentiel parce que c'est très difficile de nos jours de faire déplacer les gens. Et ça fonctionne très bien à distance, mais j'interviens plutôt, à l'extérieur quand les personnes, ont déjà un groupe organisé et me font venir comme intervenant. OK, moi j'ai trouvé ça intéressant, ces 4 petits livres, de magie, de sorciers. Merci beaucoup Marc Neu. Un mot pour terminer cette émission? Alors en général, je termine toujours en disant qu'il faut pratiquer, mais pratiquer, 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 mais aussi pratiquer pas n'importe comment. Essayer de voir pourquoi vous faites chaque chose. Pour moi, la magie, c'est vraiment très lié à la compréhension de ce qu'on fait. C'est un peu comme en alchimie, la matière, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Donc si vous pratiquez quelque chose, il faut que chaque geste soit compris dans sa symbolique. Sinon, vous faites de la cuisine ou du bricolage, vous faites pas de la magie. Oui, ce qui me dérange un peu dans tout ça, c'est tout ce rituel de Voilà, ça la magie, c'est pas des recettes, hein. oui, C'est la oui, magie, c'est une compréhension de ce qui se passe, de ce qu'on fait. mmh. C'est quand même des rituels, c'est-à-dire il y a Ah, beaucoup de c'est des rituels, c'est, on va dire, c'est ouais, cadré parce que ça permet d'exprimer, de faire un schéma répétitif de quelque chose, de fonctionner comme l'aspect occulte de l'univers. Mais, il y a une différence entre allumer une bougie pour s'éclairer et une différence entre s'allumer une bougie pour matérialiser la lumière cachée, de se dire: «Voilà, la le divin est présent parmi nous». très bonne conclusion, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Si on veut vous retrouver, c'est donc, sur, marc-du-6 neu, N-E-U, point FR. fr. Voilà, c'est ça.